Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. 30 ans, ça se fête et nous les fêterons. En raison de la grève à Radio France, les festivités du 30e anniversaire de Réplique ont dû être annulées, mais que les auditeurs orphelins se rassurent, une autre date, je l'espère, sera bientôt fixée. En attendant, alors que la France vote aujourd'hui pour le deuxième tour des élections départementales, nous évoquerons le succès du Front National au premier et vous nous direz si, comme Gilles Van Cott, le directeur intérimaire du Monde, vous pensez que la situation est grave, bien plus grave que le 21 avril 2002. Et nous parlerons aussi du débat sur la laïcité, relancé par l'affaire des repas de substitution dans les cantines scolaires. Mais commençons par les élections et la drôle de soirée électorale de dimanche dernier. Spectacle surréaliste en effet, que celui de commentateurs affichant une mine réjouie parce que le FN arrivait seulement en deuxième position avec 25% des voix contre 30% à l'alliance UMP-UDI et 21,8% au PS et à ses alliés. Bon, lundi le ton avait déjà changé et toute la presse prenait acte de l'enracinement du Front National dans des régions et aussi dans des catégories sociales qui avaient jusque-là résisté à sa progression. Alors, Alain Finkielkraut, il est fréquent que les people et paillettes menacent de quitter la France au cas où, mais cette fois, il ne s'agit pas de people. Dans un entretien à l'Obs, Serge Klarsfeld déclare « Si nous voyons que la victoire de Marine Le Pen aux élections était assurée, alors il parle d'élections nationales, notre place ne serait plus ici en France. Je ne sais pas ce qui se passerait d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que je ne resterai pas une minute de plus dans un pays qui serait entre les mains du Front National. Ce ne serait pas une fuite, mais un exil. Alors cette angoisse vous semble-t-elle justifiée? Et choisiriez-vous également l'exil si Marine Le Pen devait arriver au pouvoir, Alain Finkielkraut? C'est à Serge Klarsfeld que je dois de savoir que mon père a été déporté dans le convoi du 28 juin 1942. Je lui en suis infiniment reconnaissant et nous sommes nombreux à partager cette reconnaissance. Et la dette que nous avons contractée à son égard lui confère une autorité et une responsabilité particulière. Il faut citer Béate aussi, tout de même. Oui, non, je parle de la dette pour ce travail qu'il a fait, ce travail de mémoire. Oui. Je ne parle pas du reste. Je me cantonne à cela. Quand il dit « Si nous voyons que la victoire de Marine Le Pen aux élections était assurée et notre place ne serait plus ici », il apporte la caution de cette œuvre de mémoire irremplaçable à l'idée que l'esprit de la collaboration souffle à nouveau sur la France. Maurras déclarait à l'issue de sa condamnation à la peine de prison à vie en 1945 « C'est la revanche de Dreyfus ». Klarsfeld nous prévient que la victoire de Marine Le Pen en 2017 ou en 2022 serait la revanche de Maurras. Mais a-t-il raison? Cette analogie est-elle justifiée? Faut-il penser, en effet, à l'exil? Maurras, d'abord, pour lui, la République était la gueuse. Marine Le Pen se veut avant toute chose républicaine. L'antisémitisme était au cœur de l'idéologie maurassienne. Tout paraît impossible ou affreusement difficile, écrivait-il, sans cette providence de l'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. Si l'on était antisémite par volonté patriotique, on le deviendrait par simple sentiment de l'opportunité. Rien de tel chez Marine Le Pen. Les Juifs ne sont pas l'ennemi contre lequel se structure sa vision du monde. Elle dénonce l'antisémitisme sous ses formes anciennes et sous ses formes actuelles. Elle dit que la Shoah est le plus grand crime de l'histoire. Et en ce qui concerne Pétain, cette divine surprise, selon Maurras, Klarsfeld est d'accord avec Éric Zemmour pour dire que son régime a essayé de mettre les Juifs français en dernière ligne, derrière les Allemands, les Autrichiens, les Polonais, les Roumains, dans l'espoir que le tour des premiers ne viendrait jamais. C'est ce que j'ai lu dans l'entretien que vous avez cité. Mais Klarsfeld, dans ce même entretien, ajoute qu'en essayant de réhabiliter au moins partiellement Pétain à partir de ce constat, Éric Zemmour postule
à la position de maître à penser du Front National. Et justement, on se rappelle de Philippot voilà. faisant la leçon à Zemmour, en quelque sorte, donnant une leçon de gaullisme à Zemmour. Et j'aimerais... Vous m'ôtez la parole de la bouche. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je vais simplement redire moins bien ce que vous avez dit si clairement. J'ai entendu en effet Florian Philippot, au moment de cette polémique, à dire qu'entre 40 et 44, la France était à Londres et non à Vichy. Donc, alors évidemment, la question se pose, faut-il prendre ces déclarations pour argent comptant ? Et j'aimerais au passage d'ailleurs que vous commentiez cette idée, si vous voulez, parce que vous dites vous-même son discours est républicain. On continue à nous dire qu'il y a les partis républicains d'un côté et le Front National de l'autre. Exactement. Donc, mais d'abord, cache-t-elle son jeu ? Alors, peut-être qu'elle se répartit les rôles, comme on dit avec son père. Toujours est-il que c'est cette dédiabolisation qui fait son succès. Une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen se détournerait du Front National si ce parti vouait aux gémonies la République, les Juifs et le général de Gaulle. Voilà donc un parti d'extrême droite dont la force de conviction provient en partie de sa rupture explicite, insistante, ostentatoire avec la tradition contre-révolutionnaire et pétainiste de l'extrême droite. Et j'ajouterais d'ailleurs que ce qui semble tout à fait rendre les observateurs perplexes, c'est justement que les électeurs du Front National aujourd'hui, on ne peut pas les reconnaître, ils n'ont pas un gyrophare sur la tête, ce sont des gens désespérément normaux. Et alors, bien sûr, reste la question de l'islam. Ne peut-on dire que la détestation des juifs s'est déplacée sur les musulmans et que la phrase de Maurras acquiert avec ce déplacement une nouvelle actualité. C'était la thèse aussi de Badinter, et j'en profite tout de même, juste avant de vous laisser, pour signaler les deux femmes, si vous voulez bien, qu'il y a eu effectivement 2 actes graves. 2 femmes enceintes et voilées ont été agressées, et l'une d'elles a perdu son bébé. Absolument. Vous avez raison de le dire, mais là, je m'en tiens au Front National, à son discours et à la politique qu'il peut mener dans les mairies conquises. Alors, je me pose la question, est-ce que la phrase de Maurras acquiert avec ce déplacement des juifs aux musulmans une nouvelle actualité ? Je la relis. Oui. Tout paraît impossible ou affreusement difficile sans cette providence de l'islamophobie. Par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. Si l'on était islamophobe par volonté patriotique, on le serait par simple sentiment d'opportunité. Et on peut se demander si, précisément, ce sentiment n'a pas gagné jusqu'à la droite traditionnelle qui a réclamé, par la voix de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et président de l'UMP, la fin des repas de substitution dans les écoles et l'interdiction du voile islamique à l'université. N'est-ce pas cela ? Alors, justement, d'où l'accusation qui revient, l'UMP court après le Front National, on drague les électeurs, etc. Donc, exactement. Donc, alors, je suis personnellement favorable au repas de substitution. Les cantines scolaires étant devenues des self-service, cela ne devrait pas poser de problème. Ce n'était pas des self-service de mon temps. Et de mon temps, de toute façon, la viande était tellement mauvaise que je sautais systématiquement le plat de résistance. Ah bah oui, vous étiez déjà délicat. J'étais déjà délicat et ma mère m'attendait à la maison à 4h30 ou à 5h quand j'arrivais avec... j'ose pas le dire. Non, ne le dites pas à cette antenne. Si, quand même. Avec un magnifique sandwich au jambon. Enfin bref. Oula, je sens que ça va nous valoir. Ma cote va baisser. Je ferme la parenthèse. Donc je suis favorable au repas de substitution, mais j'ai lu un sondage qui disait que 53% des Français approuvaient leur suppression par Gilles Patray, le maire UMP de Chalon-sur-Saône. Ce chiffre est très élevé. Très élevé. Nous ne connaissons pas en plus la situation à Chalon. Est-ce qu'il y a un rapport de force ? Les Français lui sont favorables en général. Plus, Alors, il me semble que la réponse à cette question, pourquoi, est fournie par le rapport Aubin
sur les signes et manifestations ostentatoires, religieuses ostentatoires, dans les établissements scolaires. Ce rapport de 2004 qu'on avait oublié et qui a ressurgi à la faveur, si j'ose dire, des manifestations, de la manifestation du 11 janvier. J'ignorais qu'il était publié, puisque vous avez le livre. Oui, il a été publié chez Max Milo, dans un livre, L'école face à l'obscurantisme religieux, avec des commentaires d'une vingtaine de personnalités sur ce rapport. Et donc, je lis un extrait, l'extrait qui nous importe ici. Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal autorisé et du haram interdit. Il me semble que c'est ce partage et ce qu'il suppose d'extériorité, d'hostilité même à la France, à la nation française, qui suscite l'exaspération d'un nombre toujours croissant de Français non musulmans. De là, leur intolérance culinaire. Puisque ça commence par là, eh bien, c'est là qu'on va mettre un coup d'arrêt. À mon avis, ils ont tort, mais c'est ainsi que j'analyse cette bouffée d'intolérance. En quelque sorte. Alors justement, permettez-moi de vous poser une question. On sent, si vous voulez, que cette question de l'islam travaille vraiment beaucoup de gens en profondeur, qu'ils sont prêts d'ailleurs à passer par-dessus leurs convictions en économie, par-dessus leurs convictions libérales, simplement à cause de cette question de l'islam. Est-ce que pour vous, le Front National est en quelque sorte un calmant dans le sens où il donnerait un exutoire politique ? Ou est-ce qu'au contraire, il entretient des affects mauvais qui peuvent aller jusqu'à l'agression, les odieuses agressions que j'ai évoquées précédemment? Le risque existe, mais ma critique du Front National, qui viendra en son temps, je vous rassure, ne porte pas là-dessus, parce qu'il n'appelle pas jamais à l'agression contre les musulmans. Il préconise un coup d'arrêt à l'immigration. Jusqu'à présent. Et un retour à l'assimilation pure et dure. Et une assimilation à laquelle même Nicolas Sarkozy, après avoir beaucoup erré dans ce domaine, a lui-même donné son assentiment. Mais justement, donc, il y a un phénomène d'intolérance qu'on voit se cristalliser autour des plats de substitution. On voit d'où elle vient. Mais je pense que sa critique est légitime. Le problème, c'est que cette critique conduit, si vous voulez, à une remise en cause généralisée de la laïcité républicaine elle-même. Et j'en veux pour preuve un article paru dans Le Monde du 24 mars sur la vision répressive de la laïcité qui serait censée s'installer à l'école. L'auteur, Aurélie Collas, se désole de voir le champ des interdits gagner sans cesse du terrain depuis la loi de 2004, interdisant les signes religieux. Elle ne parle pas des interdits religieux, donc. Non, mais non, de ces interdits-là. Et elle dit, elle cite cette phrase absolument étonnante de François Dubay, qui analyse un glissement du thème laïque au thème national et qui dit « Parler de laïcité devient une façon de revendiquer une France blanche et chrétienne, où tout le monde partage la même culture et les mêmes mœurs, une façon de dire qu'on ne veut pas des musulmans. » Vouloir les musulmans, autrement dit, ce serait rendre le mode de vie français optionnel en France et faire en sorte que l'école ne soit plus le lieu de la transmission et du partage d'une même culture. Et telle était pourtant la grande ambition des fondateurs de notre République. Oui, alors, une question qui concerne quand même beaucoup les Juifs aussi, sur ces questions d'interdits alimentaires. Pendant très longtemps, finalement, les Juifs, ma famille, ont bénéficié d'arrangements, c'est-à-dire ils allaient en classe de neige, ils ne mangeaient pas de viande, ou ils n'allaient pas à la cantine, comme vous dites, ou ils allaient à la cantine et ne mangeaient pas de viande. Mais enfin, il n'y avait pas de revendication et pas de séparation à l'école publique. Alors, est-ce que les Juifs doivent aussi faire leur deuil de ces arrangements qui, à la marge... Je pense que les uns et les autres peuvent
obtenir des repas de substitution, ce qu'ils ne peuvent pas avoir à l'école, bien entendu. Ce sont des repas cachers. Ce sont des repas cachers ou des repas halal. Oui. Et d'ailleurs, nombre de musulmans refusent de toucher à la viande, précisément parce qu'elle n'est pas halal, que ce soit porc ou pas porc. Que ce soit du porc ou autre chose. Mais je reviens justement à la grande ambition des fondateurs de notre République pour répondre à François Dubé. À la différence des révolutionnaires de 89, ils n'étaient pas du tout animés par l'esprit de la table rase. Ils assumaient l'héritage national dans son intégralité, il voulait le transmettre et le faire fructifier. Autrement dit, contre l'ambition artificialiste illimitée de la Révolution française et son imaginaire flamboyant de la rupture, les Jules, tous les Jules, ont renoué avec l'idée force de Madame de Staël, qu'en France, la République ne saurait jamais être si républicaine qu'elle n'intègre la meilleure part de l'Ancien Régime dans laquelle entrent la littérature, les manières, la présence adoucissante des femmes et l'échange civilisateur entre les deux sexes. Quelle merveille, mais en même temps... Je cite ici Mona Ozouf. Je rêverais d'écrire aussi bien, mais c'est Mona Ozouf qui l'écrit. Quelle merveille, mais comme vous le voyez, il ne cite pas les racines et l'héritage chrétien, que les républicains n'ont pas non plus cherché à intégrer. Ils ne l'ont pas répudié, si vous voulez. Ils ont pris pour ce qu'elle était, cette France qu'ils qualifient de chrétienne et blanche, au nom, justement, de la lutte contre l'obscurantisme religieux. Les révolutionnaires ont dit « c'est fini ». Ils ont dit « nous rompons ». Nous créons un homme neuf. Cela, les Jules n'en ont pas voulu. Et précisément, nous voici convoqués à une toute autre tâche au nom de la lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Voilà. Il ne faut plus, si vous voulez, on ne peut plus hériter innocemment de ce qu'a fait des accomplissements, des œuvres de la France et de l'Europe blanche. Et c'est ce que vous avez très justement et très finement appelé, expression désormais consacrée, le parti de l'autre. Oui, C'est-à-dire notre laïcité doit être ouverte et exactement. Mais justement, une laïcité ouverte, une laïcité qui s'adapte, et donc qui veut en finir avec la laïcité républicaine et précisément son ancrage national, et cela n'empêche pas, et je reviens à ce que vous disiez au début, le rédacteur ou le directeur de la rédaction du Monde, Gilles Van Cott, de lancer, 2 jours après l'apparition de l'article d'Aurélie Collard, un appel vibrant face au FN, républicains, réveillez-vous. Autrement dit, ceux-là même qui combattent jour après jour ce qui reste des républiques à l'école se lancent à chaque élection dans une campagne républicaine contre le fascisme renaissant. Alors excusez-moi parce que l'émission malheureusement va bientôt prendre fin et j'aimerais, Alain Finkielkraut, au terme de tout ce que vous venez de dire, comprendre. Je ne comprends plus qu'est-ce qui vous sépare du Front National finalement. C'est extraordinaire parce que c'est exactement... La question à laquelle vous vouliez répondre. À la question à laquelle je voulais répondre. Parce que, je veux dire, les grands mots demeurent, république, laïcité, mais ils sont vidés de leur sens par tous ceux, aujourd'hui, qui les brandissent, qui les invoquent. Alors maintenant, le Front National. Le Front National. Je n'appelle pas ici à voter pour le Front National. Tout au contraire. Est-ce que vous appelez à ne pas voter pour lui ? Oui, parce que c'est un parti démagogique et, je dirais, yakaïste. Il n'y a qu'à mener une politique protectionniste et la France, disons, sortira du marasme économique. J'ai sous les yeux un article paru dans Le Figaro et signé par Emmanuel Combes, Gérard Koenig et Jean-Louis Mucchielli, qui dit que le protectionnisme entraîne la guerre commerciale avec ses effets boomerang. On l'a vu au moment
de l'épisode des panneaux solaires en 2013, la Chine a riposté aussitôt en attaquant les vins de l'Union européenne. Je n'entre pas dans le détail de cette guerre, mais il est clair que le protectionnisme n'est pas une solution simple. Bon, pardonnez-moi, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais il n'y a pas le protectionnisme avec des frontières fermées et de l'autre côté des frontières ouvertes. Les gens veulent des frontières. Les gens veulent des frontières, mais ce n'est pas ce que préconise tout à fait le Front National. En outre, donc c'est le yaka. Et ce yaka s'appuie aussi, ontologiquement, si j'ose dire, sur une opposition entre un peuple sain et des élites forcément pourries et incompétentes. Je déteste cette opposition. Quant à la politique étrangère du Front National, elle est proprement délirante, puisque pour s'extirper de la logique euro-atlantique, le Front National préconise un axe Paris-Berlin-Moscou, dont on ne voit pas comment il pourrait même naître, mais surtout, comme le dit Sylvie Kaufmann dans Le Monde, peut-on sérieusement envisager un partenariat militaire avec la Russie qui vient de violer à 2 reprises les frontières de l'Ukraine et agite à présent la menace nucléaire face aux Européens? Comment serait assurée la défense de la France? Voilà. Peut-être peut-on quand même envisager une réorientation, disons, de notre politique, car la politique de l'OTAN a été tout de même assez agressive par rapport à la Russie. Ouais, ça, écoutez, c'est un tout autre débat. Voilà. Il n'en reste pas moins que le Front National, la venue au pouvoir du Front National serait un coup très dur, politique et économique pour la France. Mais ce n'est pas. Mais cela étant dit, je constate que la catastrophe suit son cours et surtout, je voudrais, pour finir, en effet, puisque l'émission se termine, citer ici un texte écrit par André Suarez, vu sur l'Europe et publié en 1939. Voici ce qu'il écrit. Où l'on tient à la nation et le sentiment national exige qu'on se défende, où l'on ne tient ni au sol natal, ni à la langue, ni à l'œuvre de 20 siècles, ni à tant de beauté, de vertu et de création originale, qu'on ose le dire et que l'on consent à livrer la nation aux ennemis qui veulent la détruire. Voilà du moins qui sera net, sincère, sans fausse raison, ni équivoque. On aura confessé par là qu'on est étranger au pays où l'on vit, et on l'est en effet. Cette alternative, je la rappelle ici, pourquoi ? Parce que, à parler ici d'une Europe chrétienne et blanche, François Dubay, approuvé par le général par le journal Le Monde, veut précisément brader un héritage, et à cette capitulation, à cet abandon, il donne en quelque sorte l'apparence ou l'alibi de la résistance. Il est temps d'en finir avec ce quiproquo, et malheureusement, Serge Klarsfeld ne nous y aide pas. D'accord, donc vous n'appelez pas à voter pour le Front National, mais vous récusez... Je le récuse parce que je crois que ce n'est pas un parti fasciste, c'est un parti populiste et bonapartiste, qu'on l'attaque sur ce qu'il est, mais qu'on ne se... si vous voulez, qu'on ne se débarrasse pas de tous les problèmes que connaît la France autour de cette hostilité. Parce que là, on pourrait citer la phrase de Maurras. Tout paraît affreusement difficile sans cette profidence de l'antifascisme. L'attaquer pour ce qu'il est, ce serait faire effectivement de la politique. Alors espérons que la grève à Radio France va vite prendre fin, car nous ne serons pas là dimanche prochain et le suivant, en raison des fêtes de Pessah. Et comme l'a écrit un lecteur de Causeur, un week-end sans Fink, c'est forcément morne, triste et pluvieux, la preuve par la météo. Heureusement, on vous retrouvera d'ici là dans le nouveau Causeur, où on lira également Roger Kuckerman et Marine Le Pen. Et en attendant de vous retrouver le dimanche 19 avril, je vous souhaite à tous d'excellents CEDER, Chag Sameach, cher Alain, et Chag Sameach à tous, chers auditeurs. Chag Sameach.